Nostalgie. Steve Nadja. Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal avec aujourd'hui Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, l'Opinion consacre sa une aujourd'hui à la dérive séparatiste islamiste. Le quotidien économique révèle une récente note des renseignements territoriaux évoquant, je cite, une dynamique offensive depuis 6 mois, une dynamique de repli identitaire qui s'exprime à l'école, mais aussi de plus en plus, selon la note, dans l'espace public, notamment dans les centres-villes et plus seulement dans certaines banlieues. C'est grave, docteur ? Ah oui, c'est grave, parce qu'on voit très bien à l'œil nu d'ailleurs, il suffit de se promener, de vaquer à ses occupations en France pour voir qu'il y a ce que Gilles Kepel appelle très bien lui il appelle ça le djihadisme d'atmosphère, mais c'est en fait l'islamisme d'atmosphère, c'est-à-dire cette espèce d'infusion de la culture et de rites islamiques dans notre pays, tenus par des militants, par des gens qui veulent imposer finalement une contre-culture à la culture judéo-chrétienne qui est la nôtre de façon bimillénaire. Et donc, eh bien évidemment, ça crée des tensions. C'est assez dangereux parce que ça peut virer, je dirais, à la violence. Et donc ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en considération. C'est ce qu'on appelle du soft power. Le soft power, c'est quand on essaye de s'immiscer dans tous les replis de la société. Les trotskistes savaient faire ça avec grand bonheur pour eux, et on s'aperçoit que les islamistes font la même chose. Alors cette note, Yves, du service central des renseignements territoriaux en date du 13 octobre dernier met en avant, je cite, la multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire, la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations, des jeunes générations qui sont touchées par ce discours islamiste sur la toile, notamment sur TikTok, via des vidéos d'influenceuses notamment, ou des renvois sur des sites salafistes. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils y répondre ? Alors, il y a deux choses. D'abord, les renseignements territoriaux sur le terrain, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas abandonner pour aller voir partout, comment, autour d'un établissement scolaire, autour d'un café, autour d'un cinéma, il peut y avoir des influences qui s'exercent et puis une espèce de prise de pouvoir informelle qui s'exerce. Et ils ont les moyens de le faire aujourd'hui, Yves ? Pardon ? Les renseignements ont les moyens financiers évidemment, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus que ce qu'ils sont, évidemment. Mais c'est un travail qui n'a pas été fait au début, c'est-à-dire quand ça a vraiment commencé à se mettre en place tout ça, c'est-à-dire au tournant des années 2000, et ça s'est renforcé au tournant des années 2010, juste avant Mohamed Merah, qui a été vraiment un marqueur, je dirais, de la violence, là pour le coup, islamiste. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait démantelé le renseignement territorial, et c'était une erreur magistrale, c'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. À côté de ça, vous avez, je dirais, cette vie parallèle qui s'organise autour des réseaux sociaux, et on sait que ces réseaux sociaux, aujourd'hui, ont une influence énorme. Ce que Xavier Bertrand, un jour, avait très très bien nommé en parlant de l'imam Google. Vous savez, c'est-à-dire qu'on peut aller surveiller les mosquées, on peut aller surveiller les centres de prière, mais vous avez énormément de jeunes, ou de moins jeunes, qui se radicalisent en écoutant des prêches sur Internet, en regardant des vidéos qui sont des vidéos qui viennent du diable Vauvert, de l'autre bout du monde, et qui influencent énormément des esprits qui sont parfois un peu isolés, un peu faibles, et qui cherchent à se raccrocher à une branche. Et donc là, il faut des brigades numériques. Ça, il y a des brigades numériques, ça s'organise aussi, évidemment. C'est-à-dire que la cybersurveillance existe en France, et on peut dire que là-dessus, des progrès ont été faits. Le préfet Christian Gravel, qui est la tête du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, insiste sur la visibilité accrue des vêtements à caractère odieux. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Yves. Quelle est la stratégie coordonnée, pour reprendre le terme de cette note des renseignements, des réseaux islamistes, selon vous, qui encouragent plus ou moins directement cette banalisation sur certains territoires du burkini ou du hijab ? Alors, il y a le burkini, il y a le hijab, mais il y a aussi le camis, il y a l'abaya, vous avez un tas de vêtements. Alors,
l'abaya et le camis, vous pouvez très bien passer un peu inaperçu. Hein. L'abaya, il y a eu énormément de jeunes femmes qui se sont présentées avec ces robes un peu amples, qui sont des robes à caractère religieux, et qui ont trompé, je dirais, le chef d'établissement ou le surveillant général qui était là pour surveiller l'entrée et les cours. Et qu'est-ce qui les distingue fondamentalement d'une robe portée un peu là ? C'est assez vaste, il n'y a pas d'inscription particulière. Des couleurs qui sont très sombres, qui vont très bas, je dirais, sur les mollets. Il y a des choses qui ne trompent pas. Et puis, alors, ce qui est terrible, c'est que vous avez des grandes marques de prêt-à-porter qui ont vu qu'il y avait un marché là à développer. Et je ne les citerai pas, ces marques, parce que c'est inutile de leur faire de la publicité, mais ces marques, eh bien, ont épousé et proposent dans leur catalogue des vêtements qui sont des vêtements à caractère islamique et qui n'ont rien à faire, je dirais, dans notre environnement. Donc c'est devenu paysage. En France, Yves, un marché. C'est devenu un marché, évidemment, en France, mais aussi aux États-Unis, dans tout l'Occident. Vous avez effectivement des marques qui proposent, des marques qui ont pignon sur rue, des marques qui sont absolument pas des marques qui viennent du monde islamique et qui proposent ces vêtements-là dans leur catalogue. Et évidemment, elles ne pensent qu'à leur commerce, mais elles ne pensent évidemment pas aux conséquences que ça peut avoir. Est-ce qu'on se rapproche un peu de ce qu'on voit depuis quelques années à Londres ? Alors le multiculturalisme, c'est effectivement... si vous voulez, il y a le multiculturalisme qui n'était pas du tout la culture française. La culture française, c'était l'intégration, c'était une espèce d'assimilation des autres vers notre culture, vers nos modes de vie, vers notre art de vivre. Chez les anglo-saxons, c'est pas du tout le cas. C'est une espèce de juxtaposition, si vous voulez, d'art de vivre ou de culture qui se mettent en place. On peut pas dire que ça ait marché en Grande-Bretagne. La preuve, c'est que la Grande-Bretagne est aussi en but, cette islamisation rampante. Et on peut pas dire que non plus notre système d'intégration ait marché. Il a connu plein de ratés, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un problème qui est un problème majeur, parce qu'on n'a pas su le prendre à temps. Je vous rappelle que l'histoire des 3 fillettes voilées à Creil, dans l'Oise, ça date de 1989, et que on a mis 15 ans avant de légiférer pour comprendre et pour interdire le voile dans les établissements scolaires. Merci beaucoup Yves Strad d'avoir été avec nous. Hémicycle est à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À vendredi prochain. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.